Salam alaikum. Alors, je reviens pour expliquer l'exercice 2 du TP4 concernant les listes chaînées dans une nouvelle vidéo. Alors, dans l'exercice 2, l'objectif c'est de représenter une liste des étudiants à travers l'utilisation d'une liste simplement chaînée. Donc, proposer un menu à la console permettant d'effectuer les actions suivantes. Première action, transformer le tableau des étudiants qu'on a déjà fait à l'exercice 1, question 1. On va le convertir en une liste simplement chaînée. Deuxième question, afficher la liste chaînée qui contient les étudiants. Troisième question, ajouter un étudiant au début de la liste chaînée. Ensuite, ajouter un étudiant avant un autre dans la liste chaînée ou bien après un autre étudiant dans la liste chaînée. Alors ici, on va donner le code de l'étudiant avant lequel ou bien après lequel on veut ajouter le nouvel étudiant que l'on vient de créer, que l'on veut insérer. Ensuite, ajouter un étudiant à la fin de la liste, rechercher dans la liste un étudiant donné à travers son code, supprimer un étudiant depuis la liste en passant le code de l'étudiant au paramètre d'une fonction, et trier la liste des étudiants, la liste simplement enchaînée par ordre alphabétique des noms des étudiants. Et là, donc, on va faire un tri, mais pas par, par note, mais on va faire un tri par ordre alphabétique des noms des étudiants. Donc là, dans ce deuxième exercice, on va utiliser la première question de l'exercice 1. C'est-à-dire, on aura besoin d'avoir déjà fait cette question-là avant de passer à l'exécution de ces questions-là. Je vais vous montrer l'exécution. Alors, je relance l'exécution. Donc là, c'est mis notez bien ici, dans cette solution, si on veut manipuler les listes chaînées, que ce soit l'exercice 2 ou 3, on doit d'abord effectuer la lecture des étudiants dans un tableau. C'est le choix 1 de l'exercice 1. Et puis, pouvoir par la suite transformer le tableau en une liste soit simplement chaînée ou bien liste doublement chaînée. Voilà. Donc, avant de faire le choix 9, alors ici, si vous avez remarqué, dans une même application console, on a toutes les questions, toutes les solutions des questions qui sont dans le TP sous forme de choix, sous forme d'options. L'utilisateur va choisir une option pour voir l'exécution d'une solution à une question dans le TP. Donc, si on veut exécuter donc les solutions de l'exercice 2, on va commencer par le choix 9. Mais avant de faire ça, on a dit que la création de la liste chaînée des étudiants, ça dépend de la lecture du tableau des étudiants, c'est-à-dire ça dépend de la question numéro 1. Alors, on doit déjà donc avoir exécuté, ça suppose qu'on a déjà exécuté la question 1 avant d'aller à la question 9, bien le choix 9. Alors on va lire les étudiants, 2 étudiants par exemple, d'accord, la moyenne de l'étudiant. Voilà, donc j'ai exécuté l'option 1. Maintenant, je peux revenir à l'exercice 2 pour commencer à partir de la question 9. Alors, 9, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va créer la liste simplement chaînée et vous afficher liste créée avec succès. Donc, qu'est-ce qu'il va faire en fait? On va voir dans le code. Créer liste simple à partir du tableau des étudiants qu'on a déjà fait dans l'exercice 1. Et on va la stocker dans donc à l'adresse donc pointée par à l'adresse qui est donc stockée dans le pointeur L qu'on a déjà créé. Alors, si on revient à cette variable-là, donc ça, qu'est-ce que ça, donc la déclaration de la variable, c'était un nœud, liste chaînée, liste simplement chaînée, et on a initialisé avec nul. Alors, c'est quoi donc cette structure nœud? Alors, dans la déclaration, si on veut déclarer un nœud de la liste simplement chaînée, comme on a dit dans le cours,
il faut donc déclarer donc les données. Pour nous, on a une liste des étudiants. Donc la donnée pour nous, ça va être un étudiant dans chaque nœud avec le type structure qu'on avait déjà déclaré, étudiant E. Et puis on va déclarer le pointeur suivant vers le nœud suivant. Strat nœud, liste simplement enchaînée suivant. Donc là, on va déclarer un nouveau type que l'on va nommer nœud liste simplement enchaînée et dans lequel on va mettre les données, c'est-à-dire un étudiant et puis un pointeur vers l'étudiant suivant. Donc c'est ça donc le type à déclarer qu'on aura besoin dans l'exercice numéro 2. Et ici on va déclarer un pointeur vers qui va donc pointer vers notre liste que l'on va construire par la suite. Donc ici, dans la question 9, on va passer aussi donc le pointeur de liste par adresse pour pouvoir modifier directement. Alors ici, si vous avez remarqué, on a un pointeur, on a un passage par adresse d'une variable de type pointeur. D'accord? Donc lors de la définition de cette fonction, on va la déclarer comme étant un pointeur de pointeur. Et puis après, donc, on va dire que liste créée avec succès. D'accord? Ok. Maintenant, on va voir le code qui correspond à la fonction de création de cette liste simple. Simplement enchaîner. Alors, je vais partir à la fonction. Alors, cette fonction-là, ça prend en paramètre, comme on a dit, le tableau des étudiants qu'on a déjà initialisé dans l'exercice 1, la taille du tableau des étudiants, et puis un pointeur vers le pointeur de notre liste. Comme on a dit, puisqu'on a passé la variable qui est donc de type pointeur vers la liste, on l'a passé par adresse lors de l'appel. Donc, dans le paramètre formel, on doit avoir un pointeur vers cette variable, c'est-à-dire un pointeur vers un pointeur. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Généralement, l'idée, c'est de parcourir les éléments du tableau. Les éléments qui sont stockés, les étudiants qui sont stockés dans le tableau statique ici. Et puis, pour chaque étudiant, nous allons construire un nœud de la liste chaînée. Donc, nous allons créer un nœud de la liste chaînée avec malloc. Nous allons allouer de l'espace mémoire et faire initialiser ce nœud avec les attributs de l'élément à l'indice i. C'est-à-dire, pour chaque étudiant à l'indice i, dans le tableau, on va le convertir en un nœud de la liste chaînée. Tout d'abord, on va créer le nœud avec malloc et puis on va initialiser les champs de ce nœud à travers, donc en affectant les valeurs de l'étudiant à l'indice i. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On doit attacher ce nœud que l'on vient de créer à notre liste chaînée. Si la liste est vide, alors on va donc attribuer dans la liste, on va donc affecter le nouvel élément, le nouvel étudiant que l'on vient de créer. Donc là, on va utiliser une autre variable pour affecter donc notre liste pour pouvoir l'utiliser par la suite dans le cas suivant. Alors, dans le cas suivant, si notre liste n'est pas vide, c'est-à-dire si on a au moins un élément dans la liste, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, liste suivant égale le nouvel élément que l'on vient, le nouvel étudiant que l'on vient d'ajouter. C'est-à-dire à chaque fois, à partir du deuxième élément, on va ajouter à la fin. D'accord? C'est-à-dire liste suivant, liste, alors Q ça contient donc l'adresse de début de liste que l'on a déjà donc, que l'on a déjà initialisé ici. Alors au début on va pointer vers le premier élément, ça va contenir l'adresse du premier élément et puis on va dire le premier élément suivant égale le nouvel élément, c'est-à-dire on va pointer vers le deuxième élément si on est dans la deuxième itération de la boucle. Et après, on va affecter dans Q la valeur du nouvel élément que l'on vient de créer pour qu'on puisse par la suite attacher le prochain élément ajouté. Par exemple, l'élément, le troisième élément, si on veut l'ajouter, ça va être ajouté à la fin. Et puis, on va pointer le Q vers ici. Donc, à chaque fois, le Q, ça va pointer, ça va prendre l'adresse du dernier élément ajouté
pour qu'on puisse par la suite faire qui suivant égale le nouvel élément. À chaque fois, on va ajouter à la fin. D'accord? Donc ça, c'est l'option de création de la liste chaînée. Généralement, l'idée, c'est simple, c'est qu'on va parcourir les éléments du tableau un par un, et pour chaque élément, on va créer un nœud de la liste chaînée avec malloc, et puis on va attacher ce nœud à notre liste, chaînée. Et pour chaque itération, on va créer un nœud et attacher le nœud à la liste chaînée à la fin, en utilisant ces instructions-là. Maintenant, on a créé la liste, c'est-à-dire on a converti le tableau des étudiants qu'on avait déjà déclaré en une liste chaînée. Si on veut afficher la liste, simplement chaînée, on va dire l'option 10. On va préciser 10. Qu'est-ce qu'il va afficher? En fait, les éléments qu'on a convertis, les éléments de notre liste simplement chaînée. Voilà. Alors, si on regarde le code qui correspond à cet affichage-là, donc l'option 10, c'est afficher chaîne simple. C'est cette fonction qui correspond à l'affichage de notre liste simplement chaînée. Qu'on voit ici, on a juste un passage par valeur, puisqu'on ne veut pas modifier notre liste, c'est juste afficher les éléments. On va voir ici donc le code de la fonction d'affichage. Alors, la fonction d'affichage de notre liste simplement chaînée, donc, on va passer le pointeur vers notre liste. Et puis, on va tester ici si la liste est vide. Si on n'a aucun élément, alors on va afficher aucun élément dans la liste chaînée. Sinon, on va parcourir un élément par élément, étudiant par étudiant dans la liste. Et là, on va afficher chaque étudiant en accédant au champ de la structure étudiant. Et là, donc, la condition d'arrêt, c'est tant que liste n'est pas vide, et on va faire liste égale à liste suivante. On va passer à travers le pointeur suivant à l'élément suivant. Une fois qu'on arrive à la fin, donc, on va s'arrêter pour juste afficher les étudiants qui existent dans la liste. Alors, on va passer à l'option suivante, ajouter un étudiant au début de la liste. Alors, comme vous voyez ici, donc, c'est exactement les fonctions, les opérations qu'on a fait dans le cours. Ajouter un étudiant dans la liste, supprimer, rechercher. Donc, on va essayer de refaire les manipulations. Sauf que dans le cours, on a fait l'exemple d'une liste d'entiers. Et là, donc, on a une liste d'étudiants. Donc, l'étudiant, c'est une structure qui a aussi donc, plusieurs champs. Donc, on va voir l'ajout d'un étudiant au début. Je vais exécuter tout d'abord. Option 11, donner le code de l'étudiant à ajouter. Alors, par exemple, je vais ajouter un étudiant avec le code 1, 2, 3. Ensuite, ce nom-là. Et une moyenne 17, d'accord? Et après, si vous voulez s'assurer que c'est bien ajouté, on va mettre l'option 10 pour afficher la liste chaînée. Voilà, donc l'étudiant a été bien ajouté. Maintenant, nous allons voir le code de l'ajout de cette fonction. Alors, si on revient à notre main, l'option, donc là, c'est l'option 11. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déclarer un étudiant avec une variable t. Et puis, nous allons dire à l'utilisateur de spécifier les champs de cet étudiant, le code, le nom et la note. Et on va donc, les lire donc, à l'adresse de la structure .code. .nom, donc on va utiliser la notation .t ici pour affecter les valeurs au champ de la structure. Et ici, donc, on va ajouter au début de la liste cet étudiant-là que l'on vient de créer. Et là, on va passer un passage par adresse de la liste. On va passer la liste par adresse. Pourquoi? Pour pouvoir la modifier. Parce qu'on va ajouter un élément dans notre liste et on veut juste après avoir terminé avec cette fonction-là, garder notre liste mise à jour. D'accord? Là, donc, on est obligé, si on veut modifier une variable, de la passer par adresse. Et comme la variable, elle, est de type pointeur vers notre liste, et donc là, donc, on va créer un pointeur vers ce pointeur-là au niveau de la déclaration de cette fonction. Donc, dans le paramètre formel, ça va être un pointeur vers un pointeur. Donc l'ajout au début, donc c'est exactement comme on a fait dans le cours. On va créer le nouvel élément à travers malloc, initialiser les champs de cet élément avec les champs, avec les valeurs du paramètre qu'on a passé.
Donc, par exemple, pour le code, on va mettre le code de l'étudiant qu'on a passé en paramètre. Et ainsi de suite pour les autres champs. D'accord? Là, on va faire un test si la liste est vide. Alors, on va attacher donc le pointeur liste vers le nouvel élément. Donc, on va alimenter par le nouvel élément. Et actuellement, donc à ce moment-là, on aura un seul élément dans la liste. Sinon, on va l'attacher donc au début, comme expliqué donc avant. On va l'ajouter au début puisque l'utilisateur a choisi d'ajouter au début. Et qu'est-ce qu'on va faire? Le nouvel élément que l'on vient de créer, son pointeur suivant, ça va pointer vers le début de liste qui a été donc fait par le pointeur L. Et puis, on va refaire pointer le pointeur de liste vers le nouvel élément pour recommencer à partir du début de notre liste, le début actuellement, c'est le nouvel étudiant que l'on vient d'ajouter. D'accord? Donc, je reprends. On va attacher le nouvel élément à travers le nouvel élément suivant égale notre pointeur de liste pour pointer vers le début de notre liste. Et actuellement, le nouvel élément, il est considéré comme le premier élément de notre liste, puisqu'il vient d'être collé au début de notre liste. Et là, donc, on va repointer le pointeur de liste vers cet élément-là pour que le pointeur de liste va recommencer ou bien va contenir l'adresse du premier élément de notre liste. Voilà. Maintenant, on va passer à l'option 12, ajouter un étudiant avant un autre, ou bien euh, par la suite, on va voir ajouter un étudiant après un autre étudiant. Alors, je vais exécuter l'option 12. Donner le code d'étudiant à ajouter. Par exemple, 4, 5, 6. Le nom de l'étudiant à ajouter. euh, Par exemple, cet étudiant-là. La moyenne de l'étudiant à ajouter. euh, 15. Et donner le code de l'étudiant avant lequel vous voulez insérer. Donc ça, c'est juste un choix de l'utilisateur. Si on ne veut pas traiter ce cas, vous pouvez donc faire juste le cas, donc ajouter un étudiant après un autre. Donc c'est juste des cas d'utilisation qu'on a besoin et qu'on a ajouté dans l'application. Donc donnez l'étudiant le code avant lequel vous voulez insérer donc cet étudiant-là que l'on vient de créer. Par exemple, je veux insérer avant l'étudiant, avant celui-là. Donc, je vais donner le code 1, 2, 3, 5, 6. Alors, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, je pense. Voilà. Donc, avant cet étudiant-là, je vais insérer un nouvel étudiant qui est appelé donc Hamdi. D'accord? Alors, je vais cliquer sur OK ici. Alors, normalement, ici, on doit ajouter aussi un message disant que l'étudiant a été bien ajouté dans la liste. On a oublié de faire donc un message de confirmation d'ajout, mais généralement dans les applications, on aura un message de confirmation que l'étudiant a été bien ajouté. Alors maintenant, on va afficher notre liste avec l'option 10 et on va constater que l'étudiant a été bien ajouté avant l'étudiant que l'on vient de spécifier. Donc c'est le nouvel étudiant que l'on a ajouté. Alors, je vais aussi donc vous montrer l'ajout d'un étudiant après un autre à l'exécution. Donc, qu'est-ce que je vais faire? L'option 13. Par la suite, je vais expliquer le code des deux options, le code sur ces deux options. D'accord? Alors, je vais préciser le choix 13. Alors, le code d'étudiant à ajouter, 7, 8, 9 par exemple. Le nom de l'étudiant à ajouter, par exemple, la moyenne de l'étudiant à ajouter. Le code d'étudiant après lequel vous voulez donc insérer. Par exemple, je veux insérer après cet étudiant-là qui a le code 4, 5, 6. Alors, je vais préciser ce code 4, 5, 4, 5, 6. Voilà. Donc, ça aussi, donc, ça va ajouter cet étudiant-là. Et puis, donc, on doit aussi ajouter un message de confirmation ici. Après, je vais m'assurer en faisant donc l'option 10. Et donc, vous allez voir que cet étudiant-là est bien ajouté après celui-là.
Ensuite, je vais aussi exécuter l'option ajouter à la fin. Ajouter à la fin. Donc, c'est l'option 14. Voilà. Le code de l'étudiant à ajouter, par exemple. Le nom de l'étudiant à ajouter. Voilà. Et puis la moyenne de l'étudiant à ajouter. Voilà. Et donc là, ça va ajouter un étudiant à la fin. On doit juste ajouter le message de confirmation que l'étudiant a été bien ajouté. Maintenant, pour s'assurer, je vais mettre l'option 10. Et vous allez voir que cet étudiant-là est bien ajouté à la fin de notre liste. Alors, je vais vous montrer le code des ajouts qu'on a fait. Alors, ajouter avant un étudiant. Alors, tout simplement là, on va spécifier. Alors, dans le main, je vais partir dans le main. Et là, on va, pour ajouter un étudiant avant un autre, on va déjà poser la question. On va déjà donc construire le nouvel étudiant que l'on veut insérer. Alors, on va déclarer un étudiant, initialiser le champ de cet étudiant avec scanf, et puis poser la question à l'utilisateur de donner le code de l'étudiant avant lequel vous voulez insérer cet étudiant-là que l'on vient de créer. L'utilisateur, il va spécifier le code de l'étudiant que vous voulez, et puis vous allez ajouter avant cet étudiant-là l'étudiant que vous venez de créer en utilisant la fonction ajouter avant. Là, ça va passer, donc ça va prendre donc l'étudiant que l'on vient de déclarer ici et le code de l'étudiant avant lequel on veut insérer une autre liste. Et puisque on veut modifier la liste par la suite, on va ajouter un nouvel élément, donc on va modifier. Et là, donc, on va passer notre liste par adresse. Bien sûr, si vous voulez pas retourner, si vous voulez pas passer par adresse, vous pouvez juste passer par valeur et faire un retour à l'intérieur et là affecter dans la liste, la nouvelle liste mise à jour à l'intérieur. C'est-à-dire on peut passer par valeur à l'intérieur de l'implémentation, retourner la nouvelle liste et là affecter le retour dans notre liste. Là donc, puisqu'on n'a pas fait de retour, on voulait faire en sorte que dans la fonction, on va faire la modification. Donc, on va passer par adresse notre variable pointeur. Donc, automatiquement, dans notre paramètre formel, on va déclarer un pointeur de pointeur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouvel élément avec malloc. Bien sûr, avant de faire ça, on va rechercher notre élément qui a ce code-là. Parce qu'on va insérer avant cet élément-là. D'accord? On va rechercher à travers une fonction rechercher dans la liste simplement enchaînée qui va accepter le code de l'étudiant à rechercher et le pointeur liste. Alors, on a déjà donc fait cette implémentation de cette fonction de recherche. Ça va prendre le code d'un étudiant à rechercher et la liste. Et il va donc tester si la liste est vide, ça va retourner nul. Sinon, il va parcourir élément par élément. Et s'il trouve un élément de la liste, un étudiant dont le code est égal au code passé en paramètre, il va retourner cet étudiant-là, qui est un nœud de la liste chaînée. Sinon, on va passer à l'élément suivant, à l'étudiant suivant. Donc, tant qu'on ne trouve pas d'élément, on va passer à l'élément suivant. Si on trouve un élément, on va retourner. Si on trouve un élément dont le code égal au code passé en paramètre, on va retourner cet élément-là. Le retour ici, ça va être un nœud de la liste simplement enchaînée. Donc là, on va exploiter cette fonction de recherche pour rechercher l'étudiant avant lequel on veut insérer. On a cet étudiant-là dans une variable R maintenant. Maintenant, on va construire le nouvel élément à insérer. On va construire avec malloc une allocation dynamique. On va initialiser les champs de la structure en utilisant le paramètre qu'on a passé ici depuis le main, qu'on a déjà déclaré depuis le main. Et puis ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va tester si la liste est vide. Alors, on va attacher la liste, on va ajouter dans notre liste vide le nouvel élément. Actuellement, on aura donc à ce point-là, on aura un seul élément dans la liste. Sinon, si la liste n'est pas vide, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va dire ici, on va faire ici un autre test. Si l'élément que l'on vient de rechercher par code égale donc ça pointe vers le début de liste,
C'est-à-dire on veut faire une insertion au début. Si l'élément recherché égale au premier élément pointé par le pointeur liste, c'est-à-dire parce que le pointeur de liste pointe vers le début, vers le premier élément. Donc si on est dans une insertion au début, qu'est-ce qu'on va faire? Le nouvel élément inséré, le pointeur suivant de cet élément-là, ça va pointer vers le début de notre liste, vers l'élément que l'on vient de rechercher. Donc on a une insertion ici dans ce cas, on a une insertion du nouvel élément au début de notre liste. Et puis on va refaire pointer le pointeur de liste vers le nouvel élément pour repositionner le pointeur vers la nouvelle liste. Sinon, si l'élément trouvé ne correspond pas au début de liste, alors on va parcourir la liste élément par élément jusqu'à ce qu'on trouve l'élément recherché, l'élément R. While P, donc on va donc initialiser une variable P avec la liste. Et donc while P différent de R, on va faire P égale à P suivant. Parcourir avec le pointeur suivant, élément par élément, jusqu'à ce qu'on trouve donc le pointeur P. Jusqu'à ce qu'on trouve P égale à R, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on trouve l'élément que l'on vient de rechercher, l'adresse de l'élément que l'on vient de rechercher ici. D'accord? Alors, et puis à chaque fois, on va affecter dans une variable Q le pointeur, donc l'adresse P. D'accord? À la sortie, Q, ça va pointer vers l'élément qui se trouve, alors, vers l'élément qui se trouve avant l'élément R. D'accord? À la sortie, on va pointer par un pointeur, une variable Q, vers l'élément qui se trouve à la position avant l'élément R. Et qu'est-ce qu'on va faire? Le nouvel élément suivant, on va le coller avec l'élément avant lequel on veut insérer. D'accord? Et puis, l'élément qui existe avant cet élément-là, l'élément R, suivant, on va le pointer vers le nouvel élément. Donc, on va pointer le nouvel élément suivant vers l'élément avant lequel on veut insérer. Et puis, l'élément qui se trouve avant l'élément que l'on vient de rechercher, son suivant, on va le pointer vers le nouvel élément. Donc, comme ça, donc à la fin, on a fait, si on va faire comme ça, donc on va faire donc l'insertion avant l'élément que l'on vient de rechercher, avant l'élément R. Maintenant, on va faire l'insertion après un élément. De la même manière, on va créer une variable, comme on a fait pour l'insertion avant l'élément. Si on veut faire une insertion après un élément donné, on va créer une variable étudiant. On va l'initialiser à travers scanf. Ensuite, on va demander à l'utilisateur le code d'un étudiant après lequel, que vous voulez insérer après lui. L'utilisateur il va saisir le code et on va exécuter une fonction ajoutée après liste simple. Donc, et là, donc, on va passer la variable étudiant que l'on veut insérer, que l'on veut ajouter, le code de l'étudiant avant lequel on veut insérer cet étudiant-là et l'adresse de notre liste pour pouvoir la modifier. Nous allons voir maintenant le code de cette fonction-là, ajouter après. Donc, ça va prendre l'étudiant, le code de l'étudiant avant lequel on veut insérer cet étudiant-là et notre liste, c'est-à-dire un pointeur vers notre pointeur de liste. Alors, tout d'abord, on va exécuter la fonction de recherche pour trouver l'adresse de l'élément qui a ce code-là à travers cette fonction qu'on a déjà implémentée. Ensuite, on va dire si si l'élément est nul. Si l'élément c'est pas nul, c'est-à-dire si on a trouvé un élément qui a ce code-là, on va créer un nouveau nœud de notre liste chaînée à travers malloc. D'accord? On va initialiser les champs de la structure de ce nœud-là. Là, c'est l'étape d'initialisation des champs. Ensuite, on va tester si la liste est vide. Alors, on va coller le nouvel élément, le nouvel étudiant que l'on veut insérer au début de liste, c'est-à-dire jusqu'à maintenant. Alors, à ce moment-là, on aura notre liste qui contient un seul élément. On va faire pointer le pointeur vers le nouvel élément que l'on vient de créer, puisque la liste est vide. Sinon, si la liste n'est pas vide, qu'est-ce qu'on va faire? Nouvel élément suivant égale le suivant de l'élément que l'on vient de rechercher.
On va faire pointer le pointeur suivant du nouvel élément vers le suivant de l'élément que l'on vient de rechercher. Et l'élément que l'on a trouvé, R, suivant, égale, on va le pointer, c'est-à-dire dans le suivant, le pointeur suivant, on va mettre l'adresse du nouvel élément. D'accord? Comme ça, donc, on a ajouté l'élément N que l'on vient de créer, que l'on vient d'ajouter, après l'élément recherché R, à travers R suivant égale à N, et puis N suivant égale à l'élément R, le suivant de l'élément R. Donc c'est exactement le même algorithme qu'on a fait dans le cours, sauf que dans le cours, on a manipulé une liste d'entiers, et là, donc, on va manipuler une liste d'étudiants. La même chose pour ajouter à la fin. Alors, c'est l'option 14. On va, on va déclarer une variable dans laquelle on va saisir les valeurs de l'étudiant à ajouter à travers une saisie par l'utilisateur. Et là, on va appeler une fonction ajoutée à la fin de cet étudiant-là, de cette variable-là, dans notre liste que l'on va passer par adresse puisqu'on veut la modifier. Donc, ajouter à la fin, ça contient, en fait, ici, l'allocation dynamique pour le nouvel élément à ajouter, le nouveau nœud dans la liste chaînée que l'on veut créer. Et en utilisant cette variable-là, on va affecter les champs de ce nœud-là en utilisant la variable passée en paramètre que l'on a déjà initialisée dans le main. Bien sûr, on peut faire tout ce traitement-là à l'intérieur de la fonction d'ajouter si on veut. Alors là, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester si la liste est vide. On va on va pointer le pointeur de liste vers le nouvel élément. Sinon, si la liste n'est pas vide, qu'est-ce qu'on va faire? On doit trouver le dernier élément. Comment on va trouver le dernier élément? Pourquoi trouver déjà le dernier élément? Pour pouvoir ajouter, coller le nouvel élément à la suite de ces derniers éléments. Donc, pour pouvoir trouver le dernier élément, on va parcourir la liste élément par élément avec un pointeur suivant. Donc, P suivant différent de nul. Alors, P, c'est un pointeur qui a été initialisé par l'adresse du debit list, qui est donc le pointeur L. Ensuite, on va parcourir avec le pointeur suivant, élément par élément, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier élément. À la sortie de la boucle, le P, ça va contenir l'adresse du dernier élément. Et puis, on va mettre P suivant, c'est-à-dire le dernier élément suivant, égal à n, pour coller le nouvel élément après le dernier élément. Donc, c'est ça donc l'algorithme qu'on a fait dans le cours pour ajouter un élément à la fin de notre liste chaînée. Voilà, maintenant on a fait, donc j'ai expliqué les fonctions d'ajout. Maintenant, on va voir la recherche d'un étudiant. Alors, je vais exécuter l'option 15. Alors, ça va vous poser la question, c'est quoi le code de l'étudiant à rechercher? Et puis, par exemple, je vais spécifier le code 321. 321. Pardon, je me suis trompé, j'ai cliqué sur échappe. Alors, je vais refaire l'exécution. Par exemple, alors là, je vais mettre, refaire la génération du scénario. Donc, je dois lire la liste des étudiants. Je vais lire donc à travers le choix 1, le nombre d'étudiants 2, par exemple, un étudiant Kasmi, le code 1, 2, 3, la note, l'étudiant aide, puis le code 4, 5, 6, la note 16, d'accord. Maintenant, je vais convertir en une liste simplement chaînée pour pouvoir faire ces manipulations-là. Je vais choisir l'option 9. Voilà, donc la liste est bien convertie. Je vais m'assurer pour afficher la liste, c'est bien affiché ici. Maintenant, je veux rechercher un étudiant. L'option 15. Voilà, le code de l'étudiant à rechercher. Par exemple, 1, 2, 3. Voilà, il va vous donner donc le résultat souhaité. Voici l'étudiant que vous recherchez. Alors, on va voir le code de cette option-là de recherche. Alors,
C'est le case 15, donc on va entrer le code de l'étudiant à rechercher, on va lire ce code-là, et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une allocation dynamique pour un élément f, dans lequel on veut stocker le nœud que l'on veut rechercher. On va faire une allocation dynamique en utilisant le type nœud liste simplement enchaînée. Et puis, on fera aussi l'allocation si on a un champ de type chaîne de caractères, on doit aussi faire l'allocation donc des nombres de caractères que l'on veut dans ce champ-là. Et là, on va passer donc dans f, dans cette variable-là, on va rechercher donc l'étudiant qui a ce code-là depuis notre liste que l'on va passer par valeur, puisqu'on ne va pas la modifier, on veut juste rechercher, parcourir la liste pour pouvoir trouver un étudiant qui a ce code-là. Et cette fonction-là, ça va donner l'étudiant. Et là, on va appeler une autre fonction qui va permettre d'afficher un nœud de notre liste chaînée. On va voir en fait les deux fonctions, les deux implémentations. Alors, la fonction de recherche, j'avais déjà expliqué. Chercher donc chaîne simple, donc ça va permettre de retourner l'étudiant qui a ce code-là en parcourant la liste chaînée élément par élément ici. On va donc rechercher l'étudiant qui a le code passé en paramètre. J'ai déjà expliqué ça donc avec les fonctions d'ajout. Maintenant, une fois que l'on va trouver cet étudiant-là, on va l'afficher avec une fonction que l'on a créée, afficher recherche simple. Alors, je vais rechercher cette fonction dans le code, voilà. Alors cette fonction, qu'est-ce que ça va faire en fait? Ça va prendre un nœud, un élément de la liste chaînée, ça va tester si le nœud donc n'est pas, donc c'est un nœud valide, différent de nul, et là donc on va afficher les informations de ce nœud, c'est-à-dire les informations d'un étudiant. Voici l'étudiant que vous recherchez, son code, le nom et la moyenne. Sinon, on va dire que ça n'existe pas. Donc si on a si c'est nul, donc on va dire que ça n'existe pas. Vous pouvez faire les messages que vous voulez donc dans les exercices. Voilà, donc ça c'est la fonction de recherche. Maintenant, je vais revenir à la console. Si je veux supprimer un élément, je vais choisir l'option Seize. Alors je vais choisir l'option Seize. Le code de l'étudiant à supprimer, par exemple, le même étudiant, 1, 2, 3. Je vais supprimer cet étudiant-là. Alors, je vais mettre 1, 2, 3. Et là, ça veut dire suppression effectuée avec succès. Voilà. Maintenant, pour s'assurer, je vais afficher la liste chaînée avec 10. Choix 10. Et comme vous voyez ici, on aura un seul élément. Avant, on avait deux éléments, Qasmi et Mohamed. Maintenant, nous avons juste un seul étudiant qui a ce nom. On a supprimé, donc la suppression a été effectuée avec succès. Alors, nous allons voir le code de la suppression. Donc là, tout simplement dans le case 16, on va demander le code de l'étudiant à supprimer. Ensuite, on va exécuter la fonction de suppression. Et puisqu'on veut modifier notre liste, on va la passer par adresse et là, on va passer le code de l'étudiant à supprimer. Alors, je vais voir avec vous donc, le code de la suppression à partir de la liste simplement enchaînée. Donc là, puisqu'on a passé le pointeur de liste par adresse, donc on va dans le passage de paramètres formels, on va passer un pointeur vers ce pointeur. Et là, on va passer le code. On va rechercher avec la fonction de recherche l'étudiant qui a ce code-là. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si différent de nul, si on a trouvé un étudiant à travers cette variable-là, si c'est pas nul, ça existe cet étudiant-là. Alors, on va tester aussi à l'intérieur si l'étudiant se trouve au début de notre liste, c'est-à-dire si le pointeur de début c'est égal à l'étudiant trouvé. Si l'étudiant trouvé est le premier élément, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pointer le pointeur de liste vers le suivant, vers le deuxième élément, vers R suivant. D'accord? Sinon, si ça existe quelque part à une position autre que le premier élément, on va essayer de parcourir la liste. Alors le P, c'est un pointeur qui a été initialisé par le début de notre liste. Et on va parcourir jusqu'à ce qu'on arrive au point à R, c'est-à-dire à l'élément recherché, à l'élément que l'on vient de trouver qui a le code. Alors on va donc parcourir
les élément par élément, avec donc un pointeur P, et puis on va mettre P suivant, jusqu'à ce qu'on arrive à P égale à R, pour sortir de la boucle. À la sortie, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans Q, on aura donc l'élément qui existe avant l'élément R. Dans Q, on aura l'élément qui existe avant l'élément R, et puis dans le suivant de cet élément-là, on va mettre l'adresse du suivant de l'élément que l'on veut supprimer. Donc on veut supprimer l'élément R, alors dans l'élément qui existe avant cet élément-là, qui est le Q, que l'on vient de trouver après avoir sorti de la boucle, dans son suivant, on va mettre l'adresse de l'élément suivant de R. Et maintenant, nous pouvons supprimer l'élément R avec free. D'accord? Après, on va afficher un message suppression effectuée avec succès. Et là, donc, si la liste si l'élément recherché est nul, si on n'a pas trouvé d'élément, on va afficher l'étudiant qui a ce code n'existe pas. D'accord? Voilà, ça c'est pour la suppression. La dernière question, c'est le tri de notre liste simplement chaînée que l'on va faire dans l'option 17. Alors, je vais vous expliquer ici à travers l'exécution. Alors, 17. Alors, le tri, en fait, c'est quoi? Alors, on va ajouter d'autres éléments dans notre liste. Actuellement, on a un seul. Ça ne va pas être clair le tri. On va rajouter un autre élément à travers un ajout à la fin, par exemple. 14. Option 14. Je vais ajouter un autre élément. Donc, l'étudiant Tasmi, par exemple, qui a la note 16. Un autre étudiant. Alors, je vais rajouter un autre étudiant. Alors, qui a la note 17, par exemple. J'affiche ma liste chaînée. Donc, j'ai maintenant trois éléments. Alors, normalement, dans le tri, puisque c'est indiqué dans l'énoncé TP, trier la liste simplement chaînée par ordre alphabétique des noms. Ça va donner en résultat, ça va inverser. Donc, ça va donner Amin en premier, et puis donc Qasmi, et puis Mohamed. D'accord? Un tri par ordre alphabétique. Donc, si on va exécuter l'option 17 par la suite, je ne sais pas, je vais refaire l'exécution, je ne sais pas pourquoi c'est planté là. Donc, je vais refaire la saisie, donner le nombre des étudiants. Alors, je vais donner deux étudiants là. Après, je vais vérifier le code pour voir s'il y a un problème dans le code. Alors, je vais essayer de relancer l'exécution pour s'assurer. Le code de l'étudiant, 1, 2, 3. La moyenne, c'est 18 par exemple. L'étudiant numéro 2, Amine. Le code de l'étudiant, c'est 4, 5, 6. Et la moyenne de l'étudiant, c'est 16, par exemple. Alors, je dois convertir avec l'option 9 et puis afficher avec l'option 10 notre liste. Maintenant, la liste chaînée, ça contient ces éléments-là. Si j'exécute l'option 17, ça doit afficher, ça doit inverser, donc permuter les deux. Ça va être le premier élément, et puis ça va être le deuxième. Donc, on va essayer de faire le tri. Voilà. Donc, maintenant, ça marche, tri effectué avec succès, mais après, je vais vérifier c'était quoi le problème, pourquoi ça a planté, et vous corriger s'il y a un bug. Alors, le tri, ça marche avec succès. Maintenant, si on essaie d'afficher pour s'assurer, avec l'option 10, vous allez voir que cet élément-là, qui était le dernier élément, le dernier étudiant, ici, il devient le premier élément, le premier étudiant dans la liste. Donc, le tri a été effectué avec succès sur notre liste simplement chaînée. Nous allons voir le code de la fonction de tri. Nous allons passer donc ici notre liste. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire?
Alors ici, on va parcourir normalement la liste, on va faire une boucle while fin égale à différent de false. On va initialiser une variable booléen avec true. Et là, donc, je vais vous expliquer par la suite. Donc ça, c'est exactement donc le triabule, ce qu'on fait avec les dans l'algorithme de triabule. C'est exactement pareil. Donc l'idée, c'est qu'on va parcourir les éléments de notre liste chaînée et à chaque fois, on va comparer l'élément avec le suivant. L'élément, le premier élément avec l'élément, le premier étudiant avec l'étudiant suivant, avec strcomp. On va comparer en fait, puisqu'on veut avoir un tri par ordre alphabétique, on va comparer les noms. Et puis là, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si strcomp, le premier étudiant avec le deuxième supérieur à 0, alors strcomp, ça va donc comparer deux chaînes de caractères lexicalement. Et ça va donc, caractère par caractère, renvoie 0 si les deux chaînes sont égales. Et un nombre positif si la chaîne 1 est lexicographiquement supérieure à la chaîne 2. Et un nombre négatif si la chaîne 1 est lexicographiquement inférieure. D'accord? Donc, si on trouve un étudiant dont le nom arrive en ordre alphabétique après cet étudiant-là, qui vient après, qu'est-ce qu'on doit faire? On va permuter pour faire le tri. Donc, donc pour faire un tri avec alphabétique en ordre croissant, en ordre ascendant, d'accord? On va permuter l'élément avec l'élément suivant. À chaque fois, on va comparer l'élément avec l'élément suivant dans une boucle. Et si on trouve un élément qui vient par ordre alphabétique juste après cet élément-là, on va le permuter avec l'élément avec lequel on a comparé. Et on va mettre fin égale à true, d'accord? Après, donc, si on va trouver, donc, à chaque fois que l'on va donc faire une permutation, on va mettre fin égale à true, et on va passer à l'élément suivant, d'accord? Et ainsi de suite. Donc, tant que fin égale à différent de false, tant que fin égale à true. Alors, là, on va refaire l'initialisation de fin égale à false. Et donc, on va refaire le parcours, c'est-à-dire à chaque fois, on va refaire le parcours à zéro de notre liste chaînée à partir du premier élément. Et à un certain moment, lorsqu'on aura la liste triée, aucun élément à trier avec un autre, ici, lorsqu'il va rentrer dans la boucle, on aura fin égale à false. Et si on a tous les éléments triés, à un certain moment, cette boucle ne va pas influencer le changement, ne va effectuer aucune permutation, et donc ne va pas faire fin égale à true. Et donc on aura fin égale à false à la sortie. Et là, donc, ça va aussi sortir de cette boucle-là, puisqu'il va comparer. Donc là, ça va être pas vrai, ça va être fin égale à false, et puis il va sortir de cette boucle-là. Donc, on va faire une boucle, soi-disant une première boucle qui va contrôler l'arrêt de notre tri. Et là, donc, tant que cette variable-là égale à true, on va effectuer le tri. Et le tri, ça va être, on va repartir à zéro à partir du début de notre liste chaînée. D'accord? Pour repartir à zéro, on va à chaque fois refaire L égale à P qui a été initialisé par l'adresse de début de notre liste. Donc à chaque fois, on va refaire le tri à partir du premier élément en comparant avec l'élément suivant, et ainsi de suite. Et si on va trouver un élément qui arrive donc en ordre alphabétique juste après le suivant, on va le permuter avec le suivant, avec une fonction permutée. Alors, permuter ne liste chaînée, c'est une fonction qui existe ici. Alors, ça va faire quoi? Donc, c'est exactement comme on a fait dans les variables numériques simples. Dans le premier, je crois que dans le premier TP, on a fait ça. La permutation de deux variables, des valeurs de deux variables. On avait donc besoin d'une variable auxiliaire pour faire la permutation. De la même manière ici, si on veut permuter deux nœuds de type nœud liste simplement chaînée qui sont de type étudiant, si on veut permuter les valeurs de deux étudiants, on aura besoin d'une variable aide, une variable intermédiaire,
pour pouvoir faire l'échange. Dans cette variable aide, nous allons faire affecter A, dans A, nous allons affecter B, et dans B, nous allons affecter aide, d'accord? Donc c'est exactement ce qu'on a fait pour les variables simples. C'est juste ici qu'on a une variable de type structuré, et on va donc, pour affecter cette variable-là, on va affecter champ par champ. Pour affecter dans la variable aide le contenu de A, par exemple, on va affecter dans chaque champ de aide le contenu de chaque champ de A. Alors, ici, donc, le tri, c'est simple. On va essayer d'utiliser la fonction strcamp qui va comparer les chaînes de caractères pour voir si on a une chaîne qui arrive après ou avant une autre en ordre alphabétique. Ah, là, donc, comme on a dans l'algorithme de tri à bulles, vous allez refaire la même chose pour effectuer un tri. Donc, bien sûr que vous pouvez utiliser votre algorithme préféré pour faire le tri si vous voulez. Voilà, maintenant on arrive donc à la fin de cet exercice-là et maintenant je vais passer pour vous expliquer aussi donc l'exercice 2 qui est quasiment donc qui est presque le même qui a le même principe que l'exercice 1 sauf que là on a qui a le même principe pardon que l'exercice 2 sauf que là on a une liste doublement chaînée dont on va ajouter un pointeur précédent. Donc en plus du pointeur suivant comme on a fait dans le cours on va ajouter le pointeur précédent.